Merci de vous joindre à nous pour ce journal. Omer, l'ancien Premier ministre Matata Pognon, a été condamné à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds dans les dossiers Bukangalonzo. Deux de ses co-accusés alors écopent chaque 5 ans. La Cour constitutionnelle s'est déclarée compétente malgré les débats sur l'immunité parlementaire. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à suivre les détails. Commençons par cette page. À Butembo, la digitalisation s'impose peu à peu dans les secteurs de la santé. Des experts locaux débattent dans un cadre scientifique. La perception du docteur Nzanzu Kalima met en lumière les doutes ou bien alors les atouts et limites de cette révolution. Vivez l'ambiance avec Sacré Kangiti. Réunis autour du thème la société et le numérique, des étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo UAC et des invités venus d'autres institutions ont pris part à Écologue scientifique organisé le samedi 17 mai. Parmi les conférenciers, le docteur Nzanzu Kalima, médecin traitant à l'hôpital général de référence secondaire de Matanda, a entretenu l'assemblée sur les sous-thèmes « La santé face au numérique, atouts et désavantages ». Parmi 30 minutes, il a exposé les réalités locales en matière de télémédecine et de digitalisation des soins. Selon lui, les nouvelles technologies offrent plusieurs opportunités à la médecine locale. La possession d'une base de données médicales facilite la conservation et la traçabilité des dossiers des patients. La télémédecine permet de consulter à distance, notamment dans des zones rurales difficilement accessibles. À cela s'ajoute le suivi en ligne des malades atteints de pathologies chroniques, ce qui améliore la continuité. Et si cet hôpital où vous faites consulter est en connexion avec d'autres hôpitaux dans le pays ou à l'étranger, même si vous allez à l'étranger, on peut retrouver toutes vos données. Toujours avec le numérique, il y a des guides de bonnes pratiques. Et ces guides de bonnes pratiques, ce sont des guides qui permettent de savoir si ce que le médecin fait, ce que l'infirmier pose comme acte, ça concorde avec ce qui devrait être fait. Vous avez ce qu'on appelle aussi la télémédecine. Cette télémédecine, elle vous permet de faire même des consultations à distance. Ça permet aussi une meilleure continuité des soins. Lorsque vous allez revenir, on va retrouver votre dossier. Mais au-delà des avantages, les médecins préviennent contre certaines dérives. La dépendance excessive à la technologie peut entraîner des difficultés d'accès pour des patients non connectés ou vivant dans des zones sans électricité stable ni réseau internet fiable. La relation humaine entre médecins et patients risque aussi de s'appauvrir, ce qui peut nuire à la qualité du diagnostic. Par ailleurs, le risque d'exposition aux radiations et la fragilité de la confidentialité des données médicales inquiètent. Ce qui fait que cette relation-là, soignant-patient, elle est très très importante. Et si jamais on ne le fait pas avec le numérique, nous sommes en train de perdre cette relation humaine. Il y a une dépendance technologique. Il suffit qu'il y ait une panne. Le réseau est coupé. Vous allez voir que personne ne sera consulté. Il y a des illettrés. Beaucoup d'adultes, les personnes âgées, utilisent rarement les téléphones. Il y a même ceux-là même pour écrire un message et envoyer, c'est tout un problème. Il y a des zones non connectées. Ce ne sont pas tous les villages qui ont des antennes. Et même s'il y a des antennes, ils utilisent le carburant. Donc il suffit que le groupe s'éteigne, c'est fini, cette partie-là n'est pas, il n'y aura pas de réseau. Ou il suffit qu'il y ait une attaque armée, les gens arrêtent, ils prennent la zone, vous n'avez pas le temps d'aller mettre le carburant là-bas, c'est fini, la zone là sera pétue. C'est une égalité d'accès à ces soins. Le docteur insiste sur le fait que la réussite de la médecine numérique repose sur plusieurs préalables. Une alimentation électrique constante, une connexion Internet sécurisée et la protection rigoureuse des informations médicales des patients.
Le numérique en santé, c'est un levier puissant pour améliorer l'accès, l'efficacité et même la qualité des soins. Mais il doit être encadré pour limiter les effets négatifs, notamment sur l'équité. Les gens doivent être soignés de la même façon et sur la sécurité. On doit protéger les données. Donc, il faudrait qu'on ait vraiment un réseau qui soit stable. Ainsi, à Butembo, le numérique s'intègre progressivement dans la médecine. Mais les acteurs de la santé appellent à une utilisation responsable de ces outils pour que progrès technologique rime avec accès équitable et qualité des soins. L'Université de l'Assomption au Congo UAC organise une excursion en Ouganda. L'activité est prévue pour ce mercredi 21 mai. L'équipe organisatrice confirme que le départ a bien lieu comme annoncé. Georges Lomba et Promesse Mouhiana pour ce reportage rendu par Joël Tali. L'excursion prévue par l'UAC ne se limite pas à un simple moment de détente. Elle s'inscrit dans un cadre scientifique et pédagogique avec des visites programmées dans des lieux emblématiques. Les sites retenus sont Namugongo, haut lieu de mémoire religieuse, la source du Nil, l'aéroport international et les zoos d'Entebbe. Ces choix ont été faits dans le but d'allier apprentissage, découverte et enrichissement personnel. C'est une sortie d'abord scientifique, donc voilà comment on doit l'appeler. C'est une sortie scientifique. Nous sommes à l'université, nous devons découvrir. Nous devons découvrir cet univers. C'est pour cela que nous n'irons pas seulement nous ambiancer, mais aussi faire des découvertes. Le voyage commence au site principal de l'UAC à Kambali, dans la ville de Butembo. Le convoi passera par Beni, où il va récupérer les étudiants de l'ex-station UAC Beni afin de continuer ensemble jusqu'à Kampala. Parmi les participants figurent des étudiants de plusieurs facultés, des enseignants, ainsi que des membres du comité de gestion de l'université. L'excitation est palpable parmi les étudiants. Les motivations pour les participants sont diverses. Certains évoquent la curiosité de la découverte dans laquelle ils vont bientôt s'immerger. L'esprit de découverte, parce que c'est quand même déplorable de voir grandir une jeunesse sans connaître les pays étrangers, surtout les pays qui sont proches de nous. La délégation est appelée à respecter des règles strictes de discipline. L'image de l'UAC, mais aussi celle de la République démocratique du Congo, qui sera en jeu au cours de cette mission à l'étranger. Christian Wasekayo insiste donc sur l'importance d'un comportement responsable tout au long de l'excursion. C'est au niveau aussi de la conduite même. Vous savez, étant que citoyen de la RDC, nous irons représenter donc cette RDC, ces pays, notre pays en Ouganda. C'est pour cela que nous serons dans l'obligation d'adopter des comportements dignes, afin d'honorer nos couleurs, afin d'honorer notre ville de Butembo, mais aussi honorer notre université de l'Assomption au Congo, UAC. Ce n'est pas la première fois que l'UAC organise une excursion en Ouganda. Lors de l'année académique 2023-2024, le district de Kasese avait déjà accueilli une autre délégation de l'université dans le cadre d'une activité similaire. Le gouverneur du Nord Kivu a tenu une réunion avec les entrepreneurs du secteur routier ce mardi 20 mai 2025. Toutes les questions concernant l'entretien des routes ont été débattues dans cette rencontre qui a aussi connu la participation des acteurs de la société civile. L'autorité provinciale veut promouvoir l'entretien des routes et qui est préalable au développement de la province. Trouvez les détails dans ces reportages de la presse du gouvernorat. Pour une bonne gestion participative avec impact en faveur du citoyen ordinaire, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, a échangé sans gants avec les acteurs du secteur des routes d'intérêt national, provincial et des dessertes agricoles à Beni, le 19 mai 2025. Nous sommes rassemblés ici pour parler de nos routes. Nous devons
nous rappeler à quoi sert la route pour en parler. C'est au fait l'un des éléments fondamentaux qui caractérise notre niveau de développement. Concessionnaires et attributaires du Grand Nord de la province ont relevé chaque tracas, notamment sur l'accès au contrat, son exécution et le péage route. La réorientation, je veux dire, la réorientation des recettes perçues dans certains axes routiers. Nous devons conscientiser nos équipes de supervision. Nos ingénieurs doivent veiller sur la bonne manière de faire les choses sur le plan maintenance. La société civile s'est réjouie de l'initiative. Je remercie le gouverneur d'avoir initié ce cadre parce que ça nous a permis de nous dire des vérités à face. C'était en tout cas un échange sans tabou, ce qui nous a permis de se décharger, dire tout ce que nous voyons sur différentes routes. Parce que quand le gouvernement vous donne confiance, vous devez à tout prix satisfaire le peuple, parce que vous faites le travail pour le peuple. C'est le conseiller près le gouverneur en charge des infrastructures qui a déroulé les recommandations. Dépolitisation de processus de l'attribution, acquisition et gestion des routes par les attributaires. Mise en place des cadres de concertation permanents et de suivi. Établissement d'une feuille de route des actions principales à mener. Un cadre de concertation permanent pour se faire à la charge du suivi. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo écope de 10 ans de travaux forcés. Il est reconnu coupable de détournement des fonds publics dans les projets agro-industriels Bukanga Lonzo. Deux autres prévenus sont également condamnés. Clémence Nengo nous a fait le point dans ses récits. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict ce mardi 20 mai dans l'affaire liée à la gestion du port agricole industriel de Bukanga Lonzo. Il s'agit d'un projet lancé sous la présidence de Joseph Kabila pour booster la production agricole et atteindre l'autosuffisance alimentaire. 3 hommes étaient poursuivis depuis 2021. Augustin Matata Ponyo, ancien chef du gouvernement, Deogracias Mutombo, ex-gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Christo Grobler, patron sud-africain de la société Africom. Le tribunal les a reconnus coupables d'avoir détourné plus de 285 millions de dollars alloués à ces projets. Matata Ponyo a été condamné à 10 ans de travaux forcés. Ces deux comprévenus, Mutombo et Grobler, écopent chacun de 5 ans de travaux forcés. La Cour constitutionnelle a estimé qu'elle avait le pouvoir de juger l'ancien Premier ministre malgré son statut de député national. Elle a justifié sa décision en affirmant que les poursuites ont commencé avant son élection à l'Assemblée nationale. Le procès a ravivé les tensions entre la Cour constitutionnelle de l'Assemblée nationale, notamment autour de la question des immunités parlementaires. Le président de l'Assemblée, Vital Kamerhe, avait critiqué cette procédure, estimant qu'elle violait la Constitution. Il avait proposé une rencontre avec la Haute Cour pour harmoniser les positions. De son côté, le président de la Cour constitutionnelle avait répliqué en rappelant l'indépendance du pouvoir judiciaire selon l'article 151 de la Constitution. Matata Ponyo, qui continue de clamer son innocence, dénonce un procès politique. Dans plusieurs interventions, il a affirmé que cette affaire ressurgit à chaque moment clé de la vie politique nationale, notamment lors des discussions sur la formation d'un nouveau gouverneur ou les rapprochements des forces politiques autour du régime en place. Il estime que cette affaire est utilisée pour les dissuader de poursuivre ses ambitions politiques, notamment à la présidence de la République. Le projet Bukanga Lonzo, lancé en grande pompe, visait à produire localement pour réduire les importations alimentaires, créer des emplois et stimuler le secteur agricole. Mais selon les résultats de l'enquête menée par l'Inspection générale des finances, une grande partie des fonds estimés 285 millions de dollars a été détournée. Et pour continuer, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, était attendu ce mardi 20 mai au Sénat pour présenter ses moyens de défense devant la commission spéciale chargée d'examiner les accusations portées contre lui. L'auditeur général des FARDC qui demande la levée des immunités de l'ancien président a déjà été auditionné pour présenter ses preuves et témoignages, renseigne Radio Okapi, notre source. Une deuxième étape est celle d'auditionner l'incriminé Joseph Kabila, actuellement à l'étranger, était convoqué à 11 h ce mardi pour se défendre devant la commission. Néanmoins, nos sources indiquent que jusqu'en début d'après-midi,
il ne s'était pas encore présenté à l'issue des auditions. La commission rendra un rapport recommandant ou non la levée de l'immunité de Joseph Kabila. Ce rapport sera soumis à votre plénière du Sénat qui décidera d'autoriser ou non les poursuites judiciaires contre les sénateurs à vie. Fermée depuis plus de 3 mois, la cour d'appel est à nouveau opérationnelle, mais à Beni, chef-lieu occasionnel de la province du Nord Kivu. Cette reprise est saluée par plusieurs acteurs de la société civile. Elle marque une relance importante au service judiciaire dans la région. Les réseaux pour les droits de l'homme REDO se réjouit de cette décision prise par les autorités provinciales. Avec la réouverture de la cour, les défenseurs des droits humains espèrent que les magistrats vont pouvoir relancer les affaires en attente et offrir des solutions concrètes aux citoyens qui attendent justice. Propos de Maître Muhindo Wassivigno recueillis par Léandrine Maloulé et Gérard Moulefou. Comme c'est à Beni le siège des institutions provinciales aujourd'hui, c'est de bon droit que cette cour fonctionne à Beni. Pour nous, état que défenseur des droits humains, et pour la population du Grand Nord, nous saluons cette information ou cette opérationnalisation de la cour à Beni, puisque à Sota, si vous pouvez vous rappeler, on réclamait l'installation d'une cour d'appel au Grand Nord Kivu, puisque Goma, oui, mais au moins la loi avait déjà envisagé que deux ou plusieurs cours d'appel peuvent être opérationnels dans une même province. Et à cause de la distance qui séparait les Grands Nord à la ville de Goma, on estimait que c'était de bon droit qu'il y ait une autre cour d'appel au Grand Nord à vue de rapprocher la justice aux justiciables, puisque nombreux plairaient que leurs dossiers sont en train d'être mal suivis, puisque c'est loin d'eux et qui n'avaient pas la possibilité de déplacer des avocats pour aller suivre leurs dossiers. Maintenant, comme la cour est chez nous au Grand Nord, nous estimons que c'est quand même quelque chose qui pourra soulager la population. Au moins quelqu'un pourra quitter à Kiavinyonge, à Eringeti, à Mangurujipa, à Kanyabayonga pour arriver facilement à Beni. Puisque quelqu'un de Ringeti atteindre Goma, c'était aussi un problème. Ce n'est pas que nous nous réjouissons de la situation que nous vivons aujourd'hui, mais nous estimons que pour la population qui est proche de Beni, c'est quand même un soulagement. Tous ceux qui ont des dossiers au niveau de la cour d'appel, ils n'auront plus de distances ou de longues distances à traverser pour atteindre la cour. Et ça pourra soulager Tassapé. Comme vous le savez, la cour d'appel connaît les dossiers en appel qui ont été jugés par le tribunal de grande instance, soit par le tribunal de commerce, soit par le tribunal de travail. Maintenant, il y avait tant de dossiers qui traînaient puisque la cour d'appel n'était plus opérationnelle. La fermeture de cette institution judiciaire était liée à la situation sécuritaire tenue à Goma, notamment l'entrée des rebelles du M23 dans la ville. Durant cette période, plusieurs dossiers judiciaires étaient restés en suspense. De violents affrontements ont vécu le lundi matin dans le village de Guina, en territoire de Djougou. Des civils et militaires ont été pris pour cible par un groupe armé local. De blessés graves ont pu être évacués à Bunia grâce à l'intervention de la MONUSCO. Les points avec Léandrine Maloulé. Un hélicoptère de la MONUSCO a atterri de l'après-midi du lundi au camp militaire d'Endoromo à Bunia avec à son bord de blessés graves et militaires de FARDC touchés au bras et un civil de 74 ans atteint à l'abdomen. Ces deux victimes ont été grièvement blessées lors des combats ayant opposé les forces armées de la FARDC de la RDC aux éléments du groupe armé Zaïre dans la localité de Guina à 35 km de la ville. Faute d'infrastructures médicales adaptées sur place, leur évacuation vers Bunia s'est révélée vitale. Un troisième blessé, un civil touché à la tête, est malheureusement décédé avant l'arrivée de l'hélicoptère à Guina.
Ces affrontements ont débuté à la suite de l'incendie des campements militaires à Tchoulou par des miliciens avant de s'étendre à Liko, bastion du groupe Zaïre. À la mi-journée, 3 blessés graves étaient ressassés et la population avait trouvé refuge auprès de la base locale de la MONUSCO. Ces violences s'inscrivent dans un contexte de sécurité croissante à Ituri. Des attaques répétées de la milice Zaïre et du groupe CRP ciblent depuis plusieurs jours les positions militaires de la région. La société civile provinciale appelle l'armée à renforcer la protection civile et à distinguer clairement les miliciens de la population locale. La société civile Force Vive de l'Ituri condamne énergiquement l'incident malheureux ayant causé la mort des taximens qui d'ailleurs devait servir d'exemple aux autres jeunes égarés à choisissant de travailler pour son gagne-pain que d'adhérer au mouvement subversif. Eu égard à ce qui précède, la société civile Force Vive de l'Ituri recommande ce qui suit. À son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, d'éviter tous les militaires à mettre en application l'approche civilo-militaire afin de les rapprocher davantage de la population, de traquer sans distinction aucune tous les groupes armés réfractaires au processus de paix en Ituri, détruire les commandements militaires en Ituri afin de faire un distinguo entre leurs cibles qui sont les groupes armés et les civils. Aux miliciens Zaïre, de conjuguer les efforts pour que l'arme perdue soit retrouvée le plus vite que possible et la remettre à qui de droit pour servir la nation congolaise tout entière. D'éviter de s'attaquer aux forces de l'ordre en attendant la matérialisation du processus du PDDRCS. À la population de l'Ituri, de ne pas céder aux manipulations et de dénoncer des manipulateurs auprès des forces de l'ordre ou auprès des autorités judiciaires. Les combats se poursuivaient encore en fin des journées autour de Guina. Et c'est par cette page que nous mettons fin à ce journal. Et vraiment, nous vous disons merci de l'avoir suivi et bon sur les programmes à la même chaîne Moto TV.